Messieurs, je suis né à une époque où la Palestine était un nom courant dans les rapports officiels de Rome. On parlait de Syria Palestina après la révolte juive. Et je vous avoue ne guère comprendre pourquoi, près de 2 millénaires plus tard, on nie que cette région ait existé ou que ses habitants aient une continuité. Est-ce là la logique de votre époque? Est-ce que c'est comme cela que vous raisonnez aujourd'hui? Ce n'est pas une question de logique, Straton. C'est une question de savoir. Ce qui n'est pas énoncé dans un certain régime discursif, à une époque donnée, n'a pas le droit d'existence. Et les Palestiniens ne sont pas niés parce qu'ils n'ont pas existé, mais parce que le régime de vérité dominant les rend inintelligibles. Vous tournez autour du fait, monsieur Foucault. Moi, je dis que la Palestine est niée parce que la souveraineté israélienne contemporaine a besoin d'un ennemi qui est inexistante de fait. Celui qui veut fonder un État d'exception a besoin d'invisibiliser ceux qui le contestent. Le peuple palestinien, en tant qu'obstacle à la fondation, doit être exclu du droit comme figure du hors-légalité constitutive. Mais c'est un tour de force tout de même étrange. Même moi, historien modeste de la province orientale, je peux vous citer Hérodote, Ptolémée et même Tacite. La Palestine est documentée. Est-ce à dire que les archives ne suffisent plus? Exactement. Les archives ne sont que des effets de pouvoir. Ce qui compte, ce n'est pas qu'un document existe, mais qui peut l'énoncer comme véridique et dans quel cadre institutionnel. Vous pouvez avoir 1000 manuscrits mentionnant la Palestine, si l'ordre du discours actuel les disqualifie, ils deviennent des non-événements. Mais c'est bien cela que vous ne comprenez pas, Straton. L'histoire est toujours rédigée par la décision souveraine. Quand le sionisme moderne dit « il n'y a jamais eu de Palestine », il ne fait pas une erreur factuelle. Il pose un acte de souveraineté. Il nomme l'inexistant pour le rendre comme tel. C'est la logique du nomos. Consultez mon ouvrage « Le nomos de la terre ». Celui qui nomme trace le territoire et, ce faisant, il impose l'ordre. Donc, si je comprends bien, nier la Palestine ne signifie pas que les gens n'y ont pas vécu, mais que le récit autorisé ne leur accorde aucun statut ontologique. Ce n'est donc pas un oubli. C'est une volonté d'effacement actif. Parfaitement, parfaitement. L'histoire moderne est saturée de mécanismes d'occultation active. Elle fonctionne comme une police désénoncée. Le pouvoir ne supprime pas toujours par la violence. Il rend souvent, bien souvent, inaudible. Il invisibilise. Et parfois, il frappe, car dans la guerre pour le territoire, la paix est toujours une guerre différée. Le droit à l'existence d'un peuple devient le champ de bataille. La Palestine aujourd'hui, c'est une exceptionnalité niée, mais aussi l'ennemi nécessaire à la consolidation, comment vous dites en France, la consolidation de l'ordre israélien. Alors je comprends. Ce n'est pas une dispute sur les cartes anciennes ni sur les ethnonymes, c'est un combat sur l'existence elle-même, mené par des souverains qui décident qui peut parler, qui peut être visible et qui doit être dissous dans le silence. Somme toute. Oui, Straton. L'effacement, c'est une technique de gouvernement. Et dans le cas palestinien, il prend la forme d'une guerre contre la mémoire, contre la cartographie, contre les corps eux-mêmes. Eh bien, tant que durera le régime d'exception, il faudra que l'ennemi soit à la fois nié et nécessaire. C'est la condition du nomos moderne. Il s'agit donc ici de créer le vide pour légitimer la prise, sa propre emprise, la prise de terre en l'occurrence. Je vous observe depuis cette table ou ce théâtre. Je vois des noms apparaître et disparaître. Comme si la géographie elle-même était en guerre contre la mémoire. Dites-moi, vous qui pensez le pouvoir, qui a le droit d'inscrire son nom sur la carte et qui en est effacé? Ce n'est pas le territoire qui précède le nom, c'est le nom qui est territorialisé. Et le nom ici
Ce n'est pas une étiquette, c'est un acte de gouvernement, un acte de pouvoir. La carte, c'est un dispositif, elle traduit le monde en espace gouvernable, et donc elle élimine tout ce qui ne peut être administré, reconnu, catalogué. Les Palestiniens aujourd'hui, ils existent biologiquement, mais pas cartographiquement. Et c'est là que la biopolitique entre en scène, parce que il s'agit de faire vivre certains corps dans l'espace et laisser les autres flotter dans la pesanteur juridique. Vous parlez bien là en technologue du pouvoir, Monsieur Foucault. Moi, je dis que la carte, c'est un acte de souveraineté. C'est une décision spatiale. Et souverain, celui qui trace les lignes, qui décide où commence l'ordre et où s'étend le chaos qu'il faudra contenir. Le sionisme l'a très bien compris au demeurant, en superposant la carte biblique à la carte géopolitique. Il a théologisé la géographie. Il ne conquiert pas seulement des territoires, il restaure un récit fondateur et ce récit prime sur les corps qui sont ici présents. Mais alors, vous admettez que cette souveraineté n'est pas simplement politique, elle est mythique. Elle annule les corps vivants au profit d'un texte sacré. Elle est fondatrice. Elle est fondatrice. Et toute fondation est un acte de violence. Rien ne se fonde sans éliminer, sans exclure, sans produire une frontière. Réfléchissez-y, vous allez voir. Vous voyez ces enfants palestiniens sans papier, ces villages non reconnus par l'État sioniste qui les environne, ces noms interdits sur les panneaux, ce sont les résidus d'une souveraineté en train de se consolider, qui produit son peuple en rendant l'autre illisible. Oui, oui, c'est ici que le pouvoir devient véritablement spectral. On ne tue plus les corps, on les déspatialise, on retire l'accès aux cartes, aux titres de propriété, aux routes, on neutralise les affects par l'inéligibilité spatiale. La carte, dans ce cas, n'est plus une image du territoire, elle devient l'arme principale de sa disqualification, la disqualification du territoire. Je comprends maintenant pourquoi dans mon temps les Romains toléraient toutes les divinités, sauf celles qui refusaient de reconnaître l'Empire. La religion n'était pas le problème. La souveraineté non alignée l'était. C'était ça le problème. Il y a exactement. Et aujourd'hui, ce n'est pas le Coran, hein. Ce n'est pas les Mahométans et leur Coran qui est l'obstacle, ni même les pierres, ni les traditions. C'est l'existence d'un autre peuple sur la même carte, dont l'existence même est une interruption insupportable du récit dominant. Tout à fait. Et c'est pourquoi la guerre ne se gagne pas seulement par les armes, mais par les satellites, les instituts cartographiques, les algorithmes de reconnaissance territoriale. Aujourd'hui, le biopouvoir ne conquiert pas, il administre l'espace à l'échelle moléculaire. Alors la Palestine n'est pas perdue, elle est retenue, suspendue dans l'exception, en attente d'un régime de visibilité qui ne soit pas fondé sur sa négation. Peut-être qu'un jour, la carte cessera d'être un acte d'effacement et redeviendra un outil de reconnaissance partagée. Je vois des silhouettes mouvantes, des signatures thermiques, des corps catalogués, suivis, cernés, mais je ne vois plus de personnes. Qui sont ces êtres sans nom, sans visage, réduits à ce que vous appelez des pixels rouges sur des écrans militaires? Ce que tu vois, Straton, c'est la mutation finale du pouvoir, le passage de la souveraineté juridico-politique à la gouvernementalité biopolitique intégrale. Et le corps palestinien est devenu une cible algorithmique. Il n'a plus besoin d'être jugé, ni même d'être nommé. Il est repéré, localisé, neutralisé par la vendeur. La guerre ne se fait plus contre des ennemis politiques, mais contre des flux de chaleur biologique. C'est ça qui est dramatique. Dites, mais attention, ce que vous dites, monsieur Foucault, n'est possible que parce qu'il existe encore un ennemi. Et cet ennemi aujourd'hui, c'est le corps palestinien en excès, en abondance presque. Trop visible pour être ignoré, trop vivant pour être nié, et trop silencieux pour être pardonné. C'est un corps en trop, hein, au sens théologico-politique. Voyez mon ouvrage à ce propos. Un scandale matériel
face au récit sacré du retour. Mais un corps, justement, c'est la preuve de l'existence. Un corps qui saigne, un enfant qui court, une femme qui pleure. N'est-ce pas là le réel dans sa forme brute, irréfutable? Justement, non. Dans le dispositif contemporain, le corps n'est plus garant du réel. Il est matière gouvernée, surveillée, classifiée, déplacée, éliminée en tant que de besoin. Le pouvoir n'a guère plus besoin de tuer ou de nier. Il a simplement besoin d'invisibiliser. Et le camp de Gaza, c'est la forme concentrationnaire du biopouvoir appliqué à une population tout entière. Et pourtant, la logique, elle demeure impériale. Le droit ne s'applique qu'à ceux que l'on reconnaît comme membres du monde politique. Le Palestinien, il n'a pas ce statut souverain. Il n'est pas citoyen, il n'est même pas un ennemi déclaré, ni un prisonnier de guerre. Il est dans la zone grise de l'exception absolue. C'est ça qui est terrible. Vous parlez comme si ces hommes étaient déjà morts au regard du droit. Non, ils sont vivants, mais gouvernés comme s'ils n'étaient pas des sujets. Assujettis, c'est le mot. C'est ce que j'appelle la vie nue, reprise ensuite par Agamben. Une vie biologiquement présente, mais politiquement inqualifiable. Ce sont des corps qui sont exposés à la gestion sécuritaire, non inscrits dans la citoyenneté, non reconnus dans la légalité. Leur seule définition, c'est le seuil de tolérance logistique d'un pouvoir qui s'autorise à les gérer comme des variables. Et c'est ce pouvoir-là qui se donne encore une légitimité. En l'occurrence, une légitimité théologique. Israël, en tant qu'État moderne, s'adosse à un récit sacralisé, une terre promise, une histoire biblique qui est rendue opératoire. Et dans cette structure, tout corps non élu devient une anomalie. Le Palestinien est alors l'anti-élu par excellence. Il n'est pas seulement étranger, il est hors monde sacré. Donc, il ne s'agit plus d'une simple occupation, ni d'une guerre, ni même d'un apartheid. Il s'agit d'un régime d'exception métaphysique où la vie de l'autre est gérée comme un bruit dans la ligne narrative principale. Oui, Straton, ce que tu décris, c'est l'administration de l'ombre. Une vie maintenue dans la périphérie du visible, tolérée, puis effacée, puis ressuscitée comme menace au gré des nécessités stratégiques ou rhétoriques, au gré de la guerre dont a besoin Benjamin Netanyahou. Et tant que la souveraineté n'est pas partagée, tant que le récit biblique se trouve être performatif, tant que le droit international ne décide pas ce qui est humain et ce qui est résiduel, eh bien le corps palestinien restera, hélas, le cadavre vivant de la modernité. Mais alors, qui peut rompre cette exception? Quel pouvoir peut restituer à ces corps un lieu dans le monde, un nom sur la carte, une voix dans le droit? Les parisiastes qui sauront détruire le monopole du récit.